Je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. L'hydratation est indispensable au bon fonctionnement du corps humain et de l'organisme. On le sait, il est nécessaire de boire en moyenne 1,5 litres d'eau par jour. Puis l'eau, je sais comment l'avoir locale, j'ai juste à ouvrir le robinet. Mais si j'ai envie d'autre chose, comment je fais pour m'assurer de boire local? Le Canadien moyen boit 152 litres de café par année, ce qui le plaçait en 2016 en 3e position parmi les consommateurs de café dans le monde après la Finlande et les Pays-Bas. Question de café, le choix est grand. Principalement cultivé dans le sud, où il fait vivre des millions de familles, le café est largement transformé et commercialisé par les pays du Nord. Ça veut dire que notre pouvoir d'achat a une énorme importance. Le Café Cambio, c'est une coopérative de travailleurs. La coop a été fondée en 2005. C'est une entreprise collective, une entreprise d'économie sociale. Donc, les travailleurs sont membres, sont des propriétaires de la coopérative, puis on travaille ensemble pour faire avancer ce beau projet-là. Dans le cadre de notre projet, la mesure de la réussite, c'est pas juste financier dans le Café Cambio. Donc, tout ce qui va toucher au niveau de l'humain, de l'environnement, nos stratégies économiques vont être orientées, en fait, c'est ça, dans les différents axes du développement durable. Puis c'est ces valeurs-là aussi qui conduisent la façon dont vous choisissez le café que vous allez travailler. Oui. Parle-moi de ça, parle-moi de cette philosophie-là. C'est la mission de départ du Café Cambio, de pouvoir offrir l'opportunité aux consommateurs d'acheter puis de consommer un café équitable. Donc, on n'achète pas juste du café, on achète du café de quelqu'un. Ce qu'on fait, le Café Cambio, en fait, c'est qu'on importe le café à travers notre coopérative qui s'appelle Coop Coffees. Donc, il y a des membres Coop Coffees, des membres torréfacteurs, des membres producteurs, des coopératives de café un peu partout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, dans les Caraïbes. Nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on crée le lien direct entre les consommateurs et les producteurs de café. On a réduit les intermédiaires, en fait, dans la chaîne d'approvisionnement en faisant ça. Donc, les gens qui peuvent consommer notre café sont capables de parler avec nous de mon café du Mexique, de quelle coopérative il vient. Si j'achète du café du Guatemala, est-ce que vous pouvez nous parler des producteurs? Donc, on peut créer un lien plus rapidement. Il y a eu des visites qui ont été faites avec les coopératives d'où on importe le café au fil des années. Là. Oui, parce que vous avez un lien réel avec ces gens-là. Oui. C'est pas seulement un lien d'affaires qui se fait par des achats par personnes interposées. Là. C'est vraiment un lien réel. Oui, oui. C'est quoi les étapes de transformation? Bon, le café, en fait, c'est un petit arbuste qui fleurit, qui fait des très belles petites fleurs blanches. Là. Il fleurit une petite saison et une grosse saison. Il y a comme 2 périodes de récolte dans l'année, en général, dépendamment des pays, bien sûr. Ce qui arrive, c'est que les producteurs, souvent, c'est des familles de producteurs qui vont récolter les cerises, qui ont des petits jardins chez eux et qui vont être membres d'une coopérative. Donc, nous, on travaille vraiment en partenariat avec les coopératives qui rassemblent plein de familles de producteurs. Donc, les familles vont récolter les fruits. C'est vraiment des fruits, c'est récolté un à la main. Là. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé ramasser des bleuets. Là. On le sait que ça prend du temps, c'est vraiment du travail. Puis, dans chaque tasse de café, il y a environ 30 grains de café. Donc, tous ces grains-là ont été récoltés à la main. Dans les 24 heures, il faut les amener dans un centre de traitement où le petit fruit, en fait, la cerise de café, va être dépulpée. Donc, on passe ça dans des moulins qui pressent, en fait, puis qui font sortir le grain. Il y a très, très peu de chair autour du fruit, là, autour de la graine. Donc, on enlève la peau, un petit peu de chair, puis les grains vont devoir fermenter pendant une douzaine d'heures.
Après la fermentation, on fait un grand lavage à eau de tous les grains, puis c'est séché soit sur des grands patios de béton au soleil ou sur des tables avec des moustiquaires là, pour faire circuler l'air. Donc, le café va être séché jusqu'à ce qu'il ait atteint à peu près 11 à 12 d'humidité. Et par la suite, on va retrouver un grain qui a une petite écaille autour. Donc ça va être presque la dernière étape, en fait, d'enlever cette écaille-là. Ça va être l'avant-dernière étape avant que ce soit exporté vers nous, par exemple. Et finalement, les gens vont faire un tri à la main pour enlever tous les grains qui ont des défauts. Ça, c'est vraiment un travail de moine. C'est imaginer des conteneurs en entier là, qui arrivent puis qui ont été triés là, à la main pour enlever toutes les imperfections. Il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait derrière ça. Le gros du travail là, du café est fait dans les pays producteurs de café. Là, on a un grain qui est vert. Exactement. Quand ça arrive ici, c'est un grain qui est vert pâle, un peu grisâtre. Les grains sont durs comme de la roche. Et nous, l'étape qui nous reste, ça va être de faire cuire le café. Puis là, il y a mille et une possibilités là, avec le café. On pourrait torréfier de différentes façons le même grain, Oui. puis au bout de la ligne, avoir des goûts qui seraient différents. Oui. Fait qu'il faut choisir la bonne qui va avec le goût du grain. Exactement. Ça, on fait des tests? Donc, on fait des tests, on torréfie, on déguste, on torréfie, on déguste. C'est vraiment un travail en continu. On peut cuire un café, décider que le café du Pérou, cette année, il est bon, cuit à 223 degrés. Puis le prochain lot, peut-être à 224 degrés. Puis la différence va paraître. La température de sortie, là, de 1 à 2 degrés, on voit une différence. Puis finalement, bien, il reste à le faire couler. Et ça, c'est la dernière étape qu'il ne faut pas gâcher si on veut respecter tout le travail qui a été fait dans toutes les étapes. Ça doit être celle-là qui est le plus souvent galvaudée. Hein? Ça doit être celle-là qui est le plus C'est souvent... ça. Ben, moi, j'y pense. Là. Quand Ouais. je jette une tasse de café, là, j'y pense à tout le travail qui a été fait avant. Là. C'est sûr. C'est quoi le danger quand on ne prend pas la peine de se poser la question avant de consommer une boisson comme le café? Bien, c'est un peu comme tous les produits là, qu'on consomme, que ce soit les gens, justement, de plus en plus qui vont choisir de consommer plus régional. C'est vraiment qu'il y a un producteur au départ. Donc, c'est de se demander, bon, bien, tout le travail qui a été fait, est-ce que la personne qui a réalisé tout ce travail-là, est-ce qu'elle reçoit vraiment de l'argent qui vient avec tout le travail qui a été fait? Puis malheureusement, dans le secteur du café, puis dans d'autres, comme dans bien des secteurs, ce qui arrivait, c'est qu'avec tous les intermédiaires qu'il y avait, les producteurs de café étaient les derniers qui recevaient là, les petites scènes à la fin de la chaîne. Donc, le danger, c'est ça. Le danger, c'est de consommer un produit qui, au bout du compte, est produit et que le plus gros du travail est fait par ceux qui en reçoivent le moins. Je pense que de plus en plus, les gens sont intéressés là, justement à changer le monde ou à essayer de mieux consommer. Puis le café équitable, ça, c'est une alternative intéressante. Est-ce qu'on boit la même chose? Est-ce qu'on boit la même... Oui, on boit la même chose dans Qu'est-ce qu'on l'expresso. boit? On boit de l'éthiopien. Santé de Donc, moi, café? l'éthiopien, c'est mon café préféré. Donc, Merci. Avec une histoire vieille de plusieurs milliers d'années et des racines définitivement multiculturelles, le thé et la tisane gagnent en popularité et sont souvent privilégiés pour leurs aspects santé et détente. Et s'il y a une boisson qu'on ignore qu'il est possible de consommer 100% local, c'est bien le thé. Parle-moi de toi. Oui. Comment les plantes sont rentrées dans ta vie? Parce que tu as Oh! toujours été passionnée de ça. C'est vraiment en voyageant. Quand j'ai voyagé, j'ai eu mes enfants en voyage et j'ai continué à voyager avec mes enfants. Puis un jour, mon garçon est tombé malade. Puis j'étais très loin en forêt. Puis je restais dans une communauté autochtone de l'Ouest canadien. Puis j'ai dû avoir recours à la médecine traditionnelle. Et là, les aînés m'ont montré les plantes qui poussaient autour de mon campement.
Et là, j'ai compris que si je voulais continuer à aller en forêt, je devais apprendre ce qu'il y avait autour de moi pour une autonomie, pour apprendre vraiment à me soigner s'il arrivait une urgence. Fait que ça a vraiment été un déclic. J'ai adoré apprendre à récolter les plantes. Là, c'était plus les plantes du désert. Je suis allée aussi dans le sud-ouest. C'est vraiment très intéressant, mais les températures sont très chaudes. Fait que là, ça m'a permis de découvrir ça. Puis quand je suis revenue au Québec, là, j'avais un profond désir d'aller dans mes racines, puis d'aller dans les forêts de chez nous. Ça me rappelait mon enfance. Puis là j'ai commencé ma formation en herboristerie qui a duré 4 ans. Puis ensuite, j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans les plantes de chez nous. Fait que ça va faire maintenant 14 ans. Alors, on est prêt. On part à la cueillette? Oui, on part à la cueillette. Là, on va aller chercher du thuya. Du quoi? Thuya. Du thuya. Le cèdre blanc. OK. Ça te va? Oui. Est-ce que tu as déjà goûté? Non. Non? OK. Mais on prend seulement le bout comme ça. Tu vois? Comme On fait glisser comme sur les doigts, oui. Comme ça? Exactement, c'est ça. Hey, ça sent Là, bon, tu hein? vois ici, là, il y a une petite crotte, là, il faut faire attention. Puis là, comme j'ai des petits morceaux Mais, sèches, ça... Ça, c'est pas pas grave. grave? Non, c'est pas grave. Dans le séchage, des fois, ça tombe. Sinon, OK. s'il y en a trop, on les enlève. On fait environ 3 à 4 nettoyages des plantes avant qu'ils se ramassent dans les tisanes. Ah, OK. Fait comme là, on fait toujours on remplit notre sauce. S'il y a des petites intrus, là, on va les nettoyer. C'est sûr que le cèdre, c'est pas un arbre qui est contaminé par les insectes. Hein? On s'entend que Ouais. les parasites... Je pense que tu vas finir avant moi. Vas-tu cueillir tous les jours? Oui, bien, tous les jours qu'il fait beau. OK? On essaie d'y aller le plus souvent possible parce que surtout certaines essences, des fois, on a seulement 3 jours pour les récolter, 3 à 4 jours, particulièrement les fleurs qui, dès qu'il fait beau, vont ouvrir. Hein? Ils n'ont pas d'horaire précis, il faut suivre le soleil, il faut suivre la température. Après la récolte, vient le temps du séchage. Mélanie me laisse entrer dans son atelier, là où tout se crie. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'étendre pour faire juste une belle petite couche comme ça. Là, on a des petits amis mélangés, mais c'est pas grave. En tout cas, ça va aller dans la même tisane, fait que on peut les mettre des fois à part ici, là, comme ça. Et voilà. C'est quand même assez long à sécher parce que là, on pourrait dire un feuillage qui est coriace, hein? Qui est assez épais. Oui. Alors, le séchage peut prendre là, facilement 2 semaines pour le thuya. Comment qu'on choisit nos tisanes? Le plus important, je te dirais local. Oui. Il y a un grand avantage. Oui. Puis même que ça a été mon premier élément qui m'a dit, là, il faut que je me lance en business, c'est que j'étais pas capable de trouver comme herboriste des tisanes fraîches. Tout est importé à 95 % des tisanes pour se soigner sont importées. L'entreposage est vraiment très long dans les pays. Les méthodes aussi de récolte ne sont pas nécessairement à la main, sont souvent industrialisées. Alors, tout ça fait que quand on a nos tisanes, puis on veut en acheter, que ce soit de la camomille, bien, elle a été entreposée très longtemps, elle a fait un long voyage, puis la qualité n'est pas là. Quand on veut se soigner avec une plante, c'est important de la fraîcheur. Une feuille, là, ça a au maximum 2 ans là, de vie.
Une fleur, c'est 1 an. Alors, s'il n'y a pas un bon roulement ou s'il est trop longtemps sur les tablettes, on perd vraiment la qualité. Oui. Fait que c'est vraiment la première chose à faire quand on veut choisir une tisane, c'est de se poser la question de dire, ça fait combien de temps qu'elle est là sur la tablette? Est-ce que c'est local? La technique de séchage, comme tu as vu dans mes séchoirs, on n'utilise pas de chaleur. Oui. Alors ça aussi, ça permet de préserver les vitamines, les arômes, les huiles essentielles. Et ça, c'est un tout, là. En règle générale, les gens vont se tourner vers la tisane soit le soir, ça c'est le grand classique, pour s'aider à dormir, ou après le repas. Fait qu'on peut aller vers les apéritifs, les digestifs. Je dirais ça, c'est les grands besoins de base du quotidien. Les gens qui travaillent, des fois aussi, cherchent un tonique, quelque chose d'un peu stimulant au niveau intellectuel. Fait qu'on peut aller vers certaines plantes qui vont être un petit peu plus éveillantes, là. Là, ici, on a environ 1 litre. OK? Pour la préparation, comme là, on a 1 litre, on met en général une cuillerée à soupe par tasse. OK. On fait ébouillir l'eau, puis on laisse l'eau se reposer 1 ou 2 minutes? Une préparation est différente que le thé. OK. OK? Le thé, on va aller vers plus une infusion de 2 minutes. Des fois, on va contrôler la température. Ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup de tanins. Alors, dans le thé, on va éviter des infusions trop longues. Mais dans les tisanes, c'est même en fait l'opposé. On va aller vers une infusion vraiment longue. On veut développer le goût, on veut aller sortir les propriétés médicinales. Et là, comme c'est séché, je te dirais, pour vraiment faire une bonne infusion, on peut aller jusqu'à une dizaine de minutes. On pourrait même aller jusqu'à une demi-heure. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire exactement, OK? Si vraiment, là, tu es la grippe puis que tu es congestionné, bien, peut-être tu veux aller plus vers quelque chose de très concentré pour le boire puis donner un bon petit boost au corps. Si des fois, c'est plus pour dire, ben tiens, là, j'ai fait un petit mélange. Après le repas, j'ai le goût d'une belle petite tisane. Bien, là, tu n'es pas obligé d'aller vers une grosse concentration. Tu peux le faire 5 minutes. Mais c'est de 5 à 10. Hey! Merci! Santé! Le thé, le café. Allons maintenant explorer le jus. On retrouve du jus de bleuet et du jus de canneberge dans la région. C'est une belle façon de s'hydrater, ça, non? Explique-moi comment on produit le jus de canneberge à la cannebergerie. En fait, nous, on y va vraiment la plus simple expression. On déjeune nos canneberges. Après, ça prend environ entre 24 et 48 heures. On les broie parce que la pelure des canneberges est vraiment imperméable. C'est dans la pelure que la couleur qui est présente. Puis c'est vraiment pour faciliter le pressage. Ensuite, c'est ça, on les met dans la presse, qu'on presse pendant peut-être 3-4 heures. Puis ensuite, on fait la pasteurisation. Si on décide de faire le jus prêt à boire ou le jus 100% pur, puis on fait l'embouteillage. Qu'est-ce qu'on ajoute dans le prêt à boire? On ajoute de l'eau puis du sucre, mais en quantité vraiment presque minime, si on veut. On met 15 de sucre, ce qui fait un jus de canneberge qui est 50 moins sucré que les cocktails de canneberge qu'on retrouve dans les commerces. Puis on a vraiment le goût de la canneberge, là. Est-ce que la qualité de la canneberge change quelque chose dans le produit? J'imagine que oui. T'sais, on parle quand même de zone boréale, d'agriculture boréale. On a des canneberges qui sont quand même... L'an dernier était plus petite, mais on a des canneberges qui deviennent quand même plus grosses, je pense, qu'au centre du Québec, avec le goût sucré. Et là, puis je m'en rends compte même avec les années, on dirait que le goût change. L'an dernier, les canneberges étaient vraiment... on les mangeait fraîches dans le champ. Normalement, on va avoir tendance à faire la grimace. Oui, parce que c'est un produit qui est quand même assez acide. Acidité. Vraiment, vraiment. Là. Donc, pour pouvoir faire un produit de consommation plus facile, on n'a pas le choix de passer avec un peu l'ajout du sucre. Il faut mettre du sucre parce que aussi la canneberge pure, on dirait qu'il n'y a pas tant de saveur. Il faut ajouter du sucre, mais je pense que quand on en met trop,
on vient changer le goût aussi du produit. Ceux qui aiment vraiment la canneberge vont faire le saut comme ça goûte le produit. Puis des fois, ils ont dans la tête qu'ils n'aiment pas ça, mais finalement, c'est le conditionnement du produit à la base qui fait que le goût change. Mais on a essayé de récupérer, parce que nous, on utilise notre canneberge à 100 puis on a essayé de récupérer les résidus pour faire des thés. Les antioxydants sont là, tout ça, mais vu qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de saveur de canneberge. Fait que c'est pour ça que là, nous, on a décidé quand même on déshydrate, on ne ment pas, on fait des épices. Puis la qualité de l'antioxydant, elle reste présente quand même. Mais si on ne met pas de sucre, c'est pas un fruit qui est savoureux, mettons comme le bleuet ou même la camerise qui a un goût. Il faut ajouter des choses. Comment la canneberge est arrivée dans ta vie? C'est mon père qui a commencé la production en 92 dans le temps avec un associé, un monsieur qui était agronome. Il avait vu un reportage à la Semaine verte, puis il se disait que ça pousserait sûrement ici. Puis dans ce temps-là, il y avait un projet pour les petits fruits nordiques qui sont à l'état sauvage, mais de les mettre en culture. OK. Puis eux, ils avaient fait le projet avec la canneberge. Les gens n'étaient pas très enthousiastes, ils ne croyaient pas tant à la rentabilité de la chose, puis finalement, ça fait quand même 26 ans, puis ça fonctionne encore. C'est une entreprise familiale. Votre entreprise, c'est vraiment une entreprise familiale. Maintenant, c'est ça. Nous, avec mes frères, on a racheté l'associé avec mon père. Fait que c'est vraiment rendu familial. J'ai un frère qui est agronome, mon autre frère il est chef de ferme, il s'occupe de tout là-bas, la culture, les récoltes. Puis on était dans les premiers producteurs au Québec. En 92, il y en avait 5. Maintenant, il y a 80 producteurs de canneberge. Puis dans la région, dans le Haut-du-Lac, là, on est 4 producteurs de canneberge. C'est quand même beaucoup pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean où on sait même pas qu'il y en a de la canneberge. La plupart des gens savent c'est pas très connu. Oui. Puis tu sais, les producteurs, ils n'ont pas le temps de publiciser tant que ça. Quand ils travaillent sur le terrain, ils n'ont pas de... Ouais. Ils sont pas axés sur la pub. Puis, tu sais, nous, on a un acheteur depuis le début. Puis moi, c'est pour ça aussi que j'ai commencé, parce qu'on vend aux États-Unis. OK. Je trouve ça malheureux, mais en même temps, nous, question production, on est assurés de vendre notre récolte. Mais ça donnait que les gens ici n'avaient pas accès à notre canneberge. Je trouvais ça un peu désolant. Fait que j'ai commencé en me disant on va pouvoir vendre la canneberge fraîche pendant la saison. Puis moi, j'ai fait un cours en développement de produits, puis c'est là que j'ai vraiment élaboré là, le jus. Par la bande, il est sorti juste 7 ans plus tard. C'est ça, c'est le dernier produit sorti. C'était quoi les premiers produits que J'ai tu as fait les classiques sauces aux canneberges avec les canneberges entières, la gelée de canneberge pour accompagner un peu la dinde à Noël, si on veut. Qu'est-ce que ça représente, ce que toi, tu transformes par rapport à ce qui est produit à la ferme? C'est peut-être 1 C'est vrai? Ah oui, puis peut-être moins parce qu'on produit des millions de livres. Puis moi, je transforme une infime quantité, là. Qu'est-ce que tu aimes du produit de la canneberge? Qu'est-ce qui te fait triper sur la canneberge? Bien, en partant, c'est quand même le côté santé du fruit. C'est aussi... c'est un peu un challenge parce que la canneberge n'est pas facile à travailler. Tu sais, quand on parle juste pour presser canneberge versus une pomme, un bleuet, la canneberge n'a pas beaucoup de jus à l'intérieur. Le fait que la pelure est vraiment imperméable, réussir à aller chercher la couleur, c'est le taux d'antioxydants. Puis si on combine la canneberge, le bleuet, on a comme Un mariage parfait. un mariage parfait aussi des antioxydants parce que les deux, on ne retrouve pas les mêmes non plus. C'était ça. Puis moi, c'était vraiment aussi le fait qu'on ne trouve pas de produit qui est pas tant sucré. C'est toujours pratiquement trop sucré. Les gens, la canneberge séchée, tout le monde la consomme, mais ça nous fait consommer des quantités de sucre qui sont quand même assez exceptionnelles. Parce qu'il y a du sucre ajouté énormément. Énormément, justement, parce que la pelure est imperméable. On les fait tremper, ils sont coupés ou piqués, ils sont trempés pendant 24 heures dans un sirop très sucré pour être déshydraté, sinon ça deviendrait extrêmement sec. C'est le principe du bleuet, pas du bleuet, mais du raisin sec. C'est taux de sucre, puis... Mais là, avec un produit comme le jus, tu as un taux de sucre qui est très acceptable au niveau de la santé. Là. Vraiment. Puis moi, c'était dans ma ligne directrice de l'entreprise au départ. Tous les autres produits aussi, c'est
comme 2 fois moins de sucre qu'une confiture. Le but est de travailler le moins de chauffage possible, le moins de sucre. On veut garder la canneberge là, dans sa plus simple expression, puis on veut juste avoir le goût de la canneberge. Là. Vous avez peut-être entendu parler en mal de la consommation du jus dans les dernières années. Mais ici, il n'est pas question de boire du jus, mais de consommer la canneberge. Les canneberges regorgent d'antioxydants, sont faibles en calories, bonnes pour le cœur et riches en fibres. Les jus les plus redoutables sont ceux où on peut lire sur l'emballage les mots boisson, breuvage, nectar, punch ou cocktail. Ils sont souvent composés d'eau, de sucre, de colorants et d'autres additifs. Ils peuvent contenir un peu de vrai jus de fruits, mais rarement. Tous les jus ne s'équivalent pas. Souvent, les cocktails de canneberge, on va avoir de la framboise, de la pomme, justement, du raisin. Jus de canneberge blanche, on parle de jus de canneberge à peut-être 10 c'est du raisin vert, du raisin de table. T'sais, nous, on n'ajoute rien d'autre. Il n'y a pas d'autres saveurs dedans, puis c'est que la canneberge. En fait, on le sait sur la liste d'ingrédients. Oui, c'est 3 ingrédients. Puis nous, on essaie d'avoir les listes d'ingrédients les plus simples possibles, Ben oui. là, vraiment. Puis les tableaux de valeur nutritive avec les données les plus basses aussi. Là. 3 ingrédients pour le jus prêt à boire, puis celui-là. 100 pur, c'est seulement la canneberge, presque. À 100 les gens, on mélange une part de jus à 2-3 parts soit d'eau. On sucre au goût si on veut mettre du miel, du sirop d'érable pour garder vraiment le côté des sucres naturels qui sont bons pour l'organisme. Sinon, on met dans un jus d'orange. On peut l'acheter dans une bière, on peut le mettre dans les cocktails. Souvent aussi, le prêt à boire, on va mélanger pour faire les cocktails. J'ai rencontré des gens qui possèdent un savoir-faire exceptionnel. L'amour et l'attention qui est mis dans le produit transparaît réellement dans le goût. On a trop souvent l'habitude de consommer sans se poser de questions. On a un réel pouvoir d'achat à chaque fois que l'on porte un verre ou une tasse à nos lèvres. En plus, quand le produit que je consomme est meilleur pour moi et pour ma planète, c'est pas 30 sous qui vont me faire changer d'idée. Café équitable torréfié avec amour, thé cueilli à la main et soigneusement sélectionné et jus de canneberge à volonté.